Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. La transformation écologique n'a pas commencé et il faut une véritable révolution pour enfin l'enclencher. Une révolution énergétique, industrielle et sociétale, une révolution obligée si on veut survivre. Voici ce que nous disent en substance nos deux invités dans leur ouvrage « La révolution obligée, réussir la transformation écologique sans dépendre de la Chine et des États-Unis », publié chez Alary Éditions. Un ouvrage passionnant et pleinement d'actualité qui donne des exemples concrets, une sorte de mode d'emploi pour réussir cette transformation écologique. Et le secret, notamment selon les auteurs, c'est de miser sur plus de concertation et plus de solidarité. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. J'ai donc le plaisir d'accueillir en studio David Jays. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes essayiste et enseignant à Sciences Po Paris. Et à vos côtés, Xavier Desjardins. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur en urbanisme à la Sorbonne et consultant au sein d'Acadie, une coopérative qui travaille sur les rapports entre politique publique et territoire. Vous venez donc de publier La Révolution obligée. Alors, vous nous donnez, je l'ai dit en introduction, une sorte de mode d'emploi pour entamer la transformation écologique sans provoquer la colère et l'incompréhension des citoyens. Parce qu'aujourd'hui, pour vous, c'est ça l'écueil, c'est qu'on impose des mesures, on montre le bateau, mais sans donner la carotte. En fait, ce livre naît quand même d'une double inquiétude. La première, c'est une inquiétude face aux défis écologiques qui sont absolument colossaux. Et finalement, ça nous inquiète comme beaucoup de gens. Et la deuxième chose qui nous inquiète, c'est que quand il y a des politiques qui se mettent en place, on pourrait se réjouir, mais on voit bien qu'il y a un véritable problème de méthode et que ces politiques publiques ont beaucoup de mal à enclencher une véritable transition. Et singulièrement en Europe, d'ailleurs, cette difficulté-là. On l'a vu il y a quelques années avec des révoltes sur la hausse du coût du carburant, qu'ont fait beaucoup de mouvements en France avec les Gilets jaunes. On l'a vu l'année dernière en Allemagne avec la question des chaudières qu'il fallait aussi changer, celles qui sont à gaz et au fioul, et ça a entraîné des réactions très vives d'opposition. On le voit partout en Europe, des automobilistes, notamment des artisans, des commerçants qui s'inquiètent quand on met des zones à faible émission. Et ce qu'on voit, c'est que l'Europe, c'est un continent dans lequel il y a des ambitions écologiques extrêmement fortes, qui sont selon nous absolument à garder, puisqu'il en va, je dirais, de la survie et de l'équilibre de nos sociétés, mais que la méthode de mise en place de ces politiques publiques crée beaucoup de frustration, d'incompréhension, de peur, et que l'effet délétère, c'est à la fois que ça renforce des mouvements extrémistes qui ne proposent rien d'autre que le renoncement, et aussi, ça fragilise la démocratie puisque la parole publique a du mal à être crédible. Puisque quand on annonce une réduction des pesticides, quand on annonce une amélioration de la qualité de l'air, quand on annonce une réduction de l'artificialisation des sols, par exemple à travers le stop béton, et que dans la réalité, ça ne se met pas en place, eh bien effectivement, beaucoup de citoyens légitimement se posent des questions sur la confiance qu'ils doivent accorder à la parole publique. Oui, du coup, j'ai envie de vous faire réagir un peu sur l'actualité, David Jays. C'est que vous avez cité plusieurs exemples, Xavier Desjardins, des Gilets jaunes, de ce qui s'est passé en Allemagne. Évidemment, en France, en Belgique, ces derniers jours, les agriculteurs sont dans la rue. C'est aussi une parfaite illustration de ce manque de concertation, de ce problème de méthode. Oui, le mouvement des agriculteurs, qui est un mouvement pan-européen d'une certaine manière, même si les étincelles qui l'ont déclenché sont différentes d'un pays à l'autre. Aux Pays-Bas, l'année dernière, c'était la réduction de l'azote et du cheptel. En Roumanie, c'est les importations de céréales et de poulets ukrainiens. En Allemagne, c'est le gasoil non routier. En France, c'est un mélange de choses. On voit bien que c'est toujours la même dramaturgie qui se répète, c'est-à-dire qu'on fixe des objectifs très ambitieux, sans appropriation, sans concertation, sans qu'il y ait forcément un travail de négociation à l'intérieur des filières, parce que l'agriculture n'est pas unifiée, contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire. Elle est très diverse entre les céréales, le maraîchage, l'élevage. Donc on fixe cet objectif et ça tombe sur les exploitants agricoles qui sont par ailleurs des chefs d'entreprise et qui ont des charges qui augmentent avec les prix de l'électricité ou avec les intrants, qui ont des recettes qui sont en berne, notamment dans les négociations commerciales qui leur sont pas favorables avec la grande distribution ou avec l'industrie agroalimentaire. Et en plus, ils ont l'impression qu'ils doivent
satisfaire à de plus en plus d'exigences, ils ont de plus en plus de contrôles administratifs, ils ont de plus en plus de bureaucratie, de paperasse, de choses à remplir. Oui, donc l'impression que tout repose sur leurs épaules, Exactement. alors qu'il y a d'autres intervenants Alors que dans la filière. ça n'est qu'un maillon Ouais. de la chaîne. Il y a des grands acteurs en amont, des acteurs en aval, il y a les consommateurs. Donc ce que je veux dire, c'est que, et c'est ce qu'on a essayé d'écrire dans ce livre, on ne peut pas mener une transformation aussi importante que la transformation environnementale par décret. Il faut complètement changer la méthode et la façon dont on conduit le changement à travers la négociation, à travers les incitations financières. On pense que c'est au moins aussi important de récompenser, de rémunérer, y compris avec des marchés carbone, par exemple, ceux qui s'engagent vers l'agroécologie et qui stockent du carbone dans leur sol, par exemple, que de sanctionner éventuellement ceux qui font mal. Donc c'est un changement complet à 180 degrés de méthode qu'il faut engager si on veut tenir nos objectifs. Et là, j'abonde ce que disait Xavier. Notre optique, c'est vraiment de tenir ces objectifs environnementaux parce que c'est une question de survie. Mais on ne peut pas le faire en sacrifiant notre production agricole, nos agriculteurs, notre production industrielle qui est déjà très affaiblie en Europe. Il faut le faire ensemble. De toute façon, il vaut mieux le faire ensemble parce que sinon, on n'y arrivera pas. Oui, et surtout qu'aujourd'hui, et vous l'expliquez aussi dans le livre, on a cette tendance à confronter différents secteurs pour savoir qui doit payer pour la transition écologique, qui doit faire le plus d'efforts. Donc, vous parlez dans le livre d'une confrontation entre secteurs, aussi une confrontation entre territoires, entre générations, entre les riches et les pauvres. Et est-ce que du coup, toutes ces confrontations, ça n'alimente pas un discours populiste d'extrême droite qui va miser sur cette opposition ? Si, c'est sûr, parce que effectivement, il y a des conflits entre plein de secteurs ou entre territoires. Par exemple, Stop Béton, certains vont dire c'est les campagnes qui vont être plus menacées que les villes parce que les campagnes se sont plus appuyées sur l'étalement urbain, la construction de maisons neuves en périphérie, etc., etc. Voilà, on a des oppositions entre territoires ou alors des oppositions de filières. Une anecdotique, mais juste symbolique de ça. On interdit le chauffage des terrasses de café avec du gaz, parce qu'effectivement, c'est fortement consommateur d'énergie. Les cafetiers ont l'impression qu'on leur fait peser une pression qu'on ne fait pas peser à d'autres catégories de commerçants. Donc en fait, des exemples comme ça, il y en a des milliers, où hier à Paris, il y avait le vote sur les grosses voitures, et faut-il les limiter la place en ville ? Et là, ceux qui se plaignent, cette fois-ci, c'est des gens aisés de centre-ville, donc c'est assez amusant, et on se doute que par ailleurs, ils auront de quoi vivre. Mais on voit bien qu'à chaque fois, la catégorie qui est ciblée a l'impression d'être la première victime. Et donc, effectivement, après, il y a des partis politiques extrémistes qui se font une spécialité d'accumuler les colères. La colère, par exemple, d'un cafetier, la colère d'une personne qui a une grosse voiture, la colère d'un agriculteur qui se sent victime, etc. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, il faut absolument dépasser ça. Et comment le faire ? Effectivement, c'est extrêmement compliqué et on voit bien que la transition écologique, on n'est pas complètement armé dans nos démocraties pour traiter ce problème-là. La grande question politique, il y a deux grandes questions politiques depuis le début du XXe siècle dans les démocraties européennes. Celle de la place respective des églises et des États, mais ça, on ne l'aborde pas tellement dans notre livre, et une autre qui est sur la répartition capital-travail, la place respective de l'un et de l'autre. Mais on va dire que c'était un conflit qui porte sur les retraites, etc., mais qui se joue avec qu'on sait aujourd'hui organiser ces débats-là. La transition écologique, c'est des conflits dans toutes les dimensions. Un conflit social, bien sûr, puisque les riches, les pauvres, comment on va payer ça ? Et les riches, ils prennent l'avion, et les pauvres, ils ne peuvent pas financer la rénovation de leur maison. Donc on a toujours la question sociale. Mais on a la question territoriale, ville-campagne. Mais on a aussi la question entre les secteurs, etc. Donc on a effectivement des compétitions tous azimuts. Et pour résoudre ça, en fait, on met en avant, à l'échelon européen et dans différents États, le besoin d'une planification écologique. Et bien sûr, nous aussi, nous pensons qu'il est absolument nécessaire de donner un cap, une vision stratégique. Mais en même temps, pour entrer, j'irais dans le grain fin des transformations, il nous paraît absolument évident que ces négociations, elles doivent être extrêmement territoriales et au plus près des collectivités locales, des entreprises, etc., puisque c'est l'endroit où on peut faire ces ajustements fins. Et donc, il y a une espèce de... finalement... Ces conflits-là, tout le monde avait compris que potentiellement, la transition écologique pouvait donner tous ces conflits. On a pensé qu'on pouvait les résoudre de deux manières, ces conflits. Par le marché, en mettant un prix qui allait aligner les gens. C'est le prix carbone. Voilà, donc ça, c'est une manière de ne pas en débattre. Ou alors par des normes qui viennent d'en haut. Et en fait, ce qu'on voit bien,
et les colères d'aujourd'hui le montrent, c'est que cette méthode ne fonctionne pas et qu'il faut donc trouver une méthode beaucoup plus décentralisée, beaucoup plus concertée, beaucoup plus contractuelle pour résoudre ces compétitions. Nous ne souhaitons pas qu'elles deviennent des conflits, mais ces compétitions tous azimuts que fait naître les enjeux de la transition écologique. David Peut-être Jaïs, pour donner un exemple, pour illustrer ce que dit Xavier sur l'agriculture, dans la modernisation agricole, qui a transformé l'agriculture européenne avec la PAC à partir des années 60 et qui a permis de produire une alimentation en très grande quantité et de grande fiabilité par ailleurs, et une sécurité alimentaire. Les négociations se déroulaient entre l'État ou la Commission européenne et les grands syndicats agricoles. Donc c'était une sorte de cogestion. On a parlé d'une cogestion. Là, on voit bien que pour accompagner la transformation de l'agriculture vers un modèle à haute teneur environnementale qu'on appelle l'agroécologie, mais qui procure aussi des bons revenus pour les agriculteurs et qui remettent la question de l'alimentation au cœur du contrat social, on ne pourra pas le faire avec les mêmes acteurs et les mêmes scènes de négociation. Ça ne peut pas être juste une cogestion entre l'État et le grand syndicat agricole. Il faut le faire sur une base territoriale. Par exemple, dans un bassin céréalier, il faut mettre autour de la table les céréaliculteurs, leurs coopératives, mais aussi les représentants de la grande distribution ou de la transformation agroalimentaire, les consommateurs, les experts, les spécialistes des semences, et être capable de discuter d'un nouveau pacte de partage de la valeur qui permette de rémunérer correctement des changements de pratique. Par exemple, au lieu d'avoir de la monoculture, on va aller vers des rotations plus importantes entre certaines céréales comme le blé et la luzerne, cette dernière permettant de mieux fixer l'azote. Comment est-ce qu'on rémunère des agriculteurs qui stockent le carbone ou qui fixent l'azote correctement? Ça, c'est des chantiers absolument passionnants, absolument immenses, et qui ne peuvent pas être adressés simplement par des normes ou par des taxes. Et c'est le problème aujourd'hui du Green Deal européen, parce qu'il y a un pacte vert européen qui a été adopté dont on parle déjà depuis 2019. Et c'est que son défaut, c'est ça, c'est qu'il impose des normes et des règles qui viennent d'en haut, qui ne sont pas assez concertées. Le Green Deal, il présente 3 problèmes aujourd'hui de méthode. Le premier, c'est qu'effectivement, il repose beaucoup sur des objectifs chiffrés, des cibles quantitatives, 42,5% d'infrastructures de production d'énergie renouvelable, 0 émission nette en 2050, peut-être moins 90% en 2040. C'était une discussion qui était à l'œuvre au sein de la Commission et qui va peut-être être remise sur le métier. Tout ça est louable, mais un objectif chiffré ne fait pas un projet de société. Donc il faut qu'on arrive à avoir un Green Deal qui soit un vrai contrat social de transition. Et donc pour ce faire, il faut changer d'instrument, changer de méthode. Le deuxième problème, c'est l'incohérence entre cette politique environnementale européenne et d'autres pans de la politique publique. Il y a une politique commerciale qui continue en pilotage automatique à négocier des traités de libre-échange avec des zones comme le Mercosur qui sont moins disantes en matière environnementale et qui sont des très grands exportateurs de viande bovine, par exemple. Et on sait, au Brésil en particulier, dans quelles conditions l'élevage se fait, déforestation et souvent dans de mauvaises conditions de bien-être animal. Et puis la politique budgétaire, aujourd'hui, elle ne permet pas à l'Union européenne d'investir les montants qui sont nécessaires pour réussir la transition. Quand le plan Next Generation EU va s'éteindre, on aura très peu d'argent qui sera vraiment dédié au financement de la transition écologique. Et puis le troisième problème, qui est quand même très important, c'est que on a effectivement un catalogue de réglementation, mais tout ça n'est pas négocié, n'est pas approprié sur le terrain avec les acteurs. Et donc le risque, c'est qu'en plus avec des populistes en embuscade qui surfent sur ça pour essayer de faire leur beurre électoral, eh bien c'est que les prochaines élections européennes se transforment en un référendum pour ou contre le Green Deal et qu'on ait un déplacement du centre de gravité du Parlement ou de la Commission européenne pour le détricotage du Green Deal. Et ça, nous disons, attention, c'est très dangereux parce qu'on va rater la marche climatique, on va se déclasser sur le plan industriel, on va faire monter le populisme. Donc il faut changer de méthode et vite. Oui, d'ailleurs, vous dites que pour vous, l'écologie, il faudrait vraiment la voir comme une manière de réenchanter l'Europe, alors que je pense qu'on en est loin aujourd'hui. Et pour justement réenchanter, utiliser l'écologie pour réenchanter l'Europe, vous dites qu'il faut aussi rapprocher l'Europe du citoyen en créant par exemple le Pass Climat qui pourrait être financé par l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce Pass Climat ? Oui, tout à fait. Pourquoi on a pensé à ce Pass Climat ? Tout d'abord, le constat, c'est que
la transition écologique est vécue par de larges pans des classes moyennes comme une remise en cause, comme un affaiblissement. Un affaiblissement déjà financier, parce qu'ils se disent je ne vais pas avoir les moyens de rénover ma maison, de m'acheter un véhicule électrique, etc. D'ailleurs, je me permets juste de vous couper parce qu'effectivement, dans le livre, vous citez des chiffres. Vous dites que d'après les travaux de la Direction générale de l'énergie et du climat donc en France, la rénovation d'un logement coûte en moyenne 24 000 €, dont 13 000 pour le changement du vecteur de chauffage, et l'acquisition d'un véhicule électrique en moyenne 35 000 €. Donc effectivement, des ménages moyens, on va dire, avec des revenus moyens, ne peuvent pas se permettre ce genre de coûts aujourd'hui, ou en tout cas, c'est très difficile, quoi. Voilà, tout à fait. Et c'est quasiment impossible pour les catégories pauvres et populaires. Et pour les classes moyennes, c'est effectivement une inquiétude tout à fait importante. Ajoutons à cela que ces classes moyennes européennes, elles sont déjà fragilisées, je dirais, par la mondialisation et ses effets. Donc c'est une classe moyenne fragilisée qui voit avec angoisse monter des dépenses contraintes et certains discours maladroits de certains défenseurs de l'environnement remettent en cause aussi leur mode de vie. On critique des événements sportifs, des fêtes traditionnelles, etc., etc. Donc ça c'est ou des façons, le barbecue, etc. Ça nous semble des très grandes maladresses puisque ça coûte cher et en plus on vous dit votre façon de vivre c'est pas bien, vous vivez mal, etc. Donc c'est vécu comme extrêmement douloureux. Et nous, ce qu'on se dit, c'est que ce qu'il faut tout de suite remettre d'une certaine manière, c'est rassurer les classes moyennes qui ont envie. C'est pas qu'elles ont envie de la transition écologique, mais je veux dire, ils vivent comme nous, ils respirent le même air, ils boivent la même eau, et quand ils voient qu'il y a des problèmes de sécheresse, ils savent bien d'où ça vient, le même climat, etc., les déformations du climat. Donc d'une certaine manière, voilà, tout le monde a bien compris qu'il fallait faire la transition écologique. Et donc nous, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut absolument rassurer les classes moyennes de deux manières. Par un versant productif, on y reviendra je pense tout à l'heure, et le deuxième finalement c'est aussi leur rassurer sur leur pouvoir d'achat. Et donc ça c'est l'idée du pass climat que l'on propose. Le pass climat c'est quoi ? C'est l'idée de doter tous les membres de l'Union européenne de les doter d'une dotation climat, comme un pass culture ou un pass ou les systèmes de tickets restaurants, etc., où vous avez une possibilité d'acheter un bien fléché. Ici, une dotation qui vous permet d'acheter ce que vous voulez au rayon climat, donc pas n'importe quoi, mais au rayon climat, donc de quoi rénover votre maison, de quoi acheter une voiture électrique, ou si vous préférez un vélo, un abonnement au transport collectif, etc. Donc c'est une dotation. Et donc c'est une somme qui est donnée avant même, on ne doit pas attendre des primes, etc., parce que c'est tout le problème aujourd'hui, c'est qu'on doit attendre des primes pendant parfois des années. En fait, aujourd'hui, ce qui est dramatique, c'est qu'il y a beaucoup d'aides publiques qui existent, mais elles sont hyper complexes, très confuses, très difficiles à comprendre. Alors évidemment, vous imaginez, la vie des ménages, on a plein de trucs à faire et tout, on n'y comprend rien. Donc ça fragilise. Et nous, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut simplifier, rassurer. Et en plus de ça, souvent, les gouvernements donnent de l'argent après que les gens aient crié qu'ils avaient mal. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on se dit, n'attendons pas que les gens crient. Parce que, par exemple, sur la question du véhicule électrique, c'est une évidence que les catégories populaires vont être en grande difficulté. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'un prix Nobel d'économie pour se rendre compte que c'est pas possible de se payer une voiture électrique quand on est un ménage ouvrier. C'est une évidence. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut absolument, je dirais, prendre les devants, aider avant les difficultés pour rassurer. Alors, vous allez me dire, aider comment ? Alors, oui, c'est ça, on le finance comment, oui. Alors, avec David, on a beaucoup de points communs, parce que sinon on n'aurait pas écrit ensemble ce livre. Mais il y a quelque chose qui nous rassemble, c'est que la démagogie budgétaire, on rase gratis, les dettes on s'en fout, etc., c'est n'importe quoi. C'est-à-dire on n'est vraiment pas dans cet esprit-là. Donc ce qu'on se dit, c'est qu'il faut le faire, mais de manière sérieuse. Oui, de manière réaliste. De manière réaliste, parce que vendre des choses qui sont des rêves inaccessibles, c'est vraiment pas notre tasse de thé. Mais donc ce qu'on se dit, c'est que réalistement, il y a 3 sources de financement. La première, ce que je vous dis, toutes ces aides existantes auxquelles on ne comprend rien, on les rassemble là-dedans. Deuxièmement, on se dit, oui, il y aura une dette commune. Et donc, nous, on propose que ce soit une dette européenne pour financer ça. Puisque, l'Union européenne a eu vraiment l'intelligence et la réactivité au moment du Covid de trouver très rapidement 750 milliards d'euros pour aider les entreprises, les ménages. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de formidable qu'a fait l'Union européenne. Face à un défi qui est celui du siècle, nous dit-on, eh bien, je pense que l'Union européenne pourrait trouver cet argent. Et troisième source de financement, moins importante en volume,
mais qui nous semble symboliquement très importante, c'est de taxer les ménages les plus riches une fois, une taxe sur le patrimoine des ménages les plus riches, pour signifier très clairement qu'effectivement, il y a une question de solidarité et que les plus riches doivent contribuer plus, parce qu'ils le peuvent, déjà premièrement, et aussi parce que les consommations des ménages aisés sont souvent plus carbonées, etc., parce qu'ils prennent l'avion, ils partent en vacances, etc., etc., etc. Donc nous, ce qu'on dit, voilà, c'est ça, c'est ce moyen de rassurer les classes moyennes, je dirais. C'est pas de dépenser plus, mais d'avoir un peu de prévision et de pas attendre les révoltes pour se décider à dépenser. Ce qu'on se dit, c'est que là, allons-y. Du coup, la colère, éviter la colère, ça fait 5 ans qu'on le connaît. Et je dirais, on apprend de ses erreurs et on change de méthode. Oui, alors David Jayes, je disais le sous-titre du livre, c'est Réussir la transformation écologique sans dépendre de la Chine et des États-Unis. Or, quand on parle de mesures contre le réchauffement climatique, on a cette impression que les plus grosses pollueurs, à savoir quand même les États-Unis et la Chine, sont peu concernés, font peu d'efforts, nous donnent parfois cette idée que ils font pas grand-chose. Or, ce que vous montrez quand même dans le livre, c'est que oui, ils continuent à émettre des gaz à effet de serre en quantité astronomique, on peut le dire, mais la Chine et les États-Unis quand même entamé une vraie révolution industrielle verte et ils sont beaucoup plus avancés que l'Europe quand même. Du coup, est-ce que il faut s'inspirer de ce qui est fait. Est-ce que c'est la bonne solution ce qu'ils ont fait par exemple en Chine? Alors c'est pas des modèles pour nous, au contraire, la Chine c'est même plutôt un repoussoir. Mais on dit qu'il faut être capable d'analyser en détail comment ils approchent la question de la décarbonation, non pas pour les imiter, mais justement pour forger notre propre modèle. La Chine, c'est un pays totalitaire. Le contrôle du Parti communiste sur la société, les collectivités, les entreprises se renforce ces dernières années sous la férule de Xi Jinping, alors qu'il y avait eu, au contraire, une libéralisation progressive depuis 30 ans. Et l'écologie ne fait pas exception à cette règle. C'est-à-dire que ils ont mis en place un système de crédit environnemental des entreprises qui permet de vérifier leur pollution, leur empreinte écologique. Et les entreprises qui ne sont pas dans les clous sont exclues du système de crédit, etc. et condamnées à une forme de mort économique et sociale. Donc c'est une planification écologique à la Schlag. De la même manière, l'approche chinoise, c'est une approche très pragmatique, énergétique et industrielle. C'est-à-dire, le climat, la révolution climatique, ok, mais ça doit être au service de la suprématie énergétique, technologique et industrielle chinoise. Donc il y a une politique d'industrialisation massive de tous les équipements de la transition écologique. De même que la Chine a exporté massivement des frigidaires, des téléviseurs et des voitures dans les années 90 et 2000, profitant de son entrée à l'OMC au reste du monde et en particulier aux pays occidentaux. De même, les Chinois se disent maintenant on va pouvoir exporter en masse des pompes à chaleur, des batteries électriques, des panneaux photovoltaïques, des pales d'éoliennes. Mais ils voient une opportunité derrière. Bien évidemment. sûr. Donc la Chine cherche à se positionner comme l'atelier écologique du monde. Et deuxièmement, il y a une volonté aussi sur le marché chinois de décarbonation. On le voit puisque un tiers de l'électricité d'origine renouvelable produite dans le monde l'a été en Chine. Donc les efforts sont sérieux. On voit que la pollution de l'air qui est épouvantable dans les grandes métropoles chinoises, elle a quand même baissé de 42% en 10 ans. En 2008, il y avait 1000 km de lignes à grande vitesse de chemin de fer en Chine. Aujourd'hui, c'est 40 000 km. Par comparaison, la France, c'est 2800 km. Donc on voit que... Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'on ne doit pas s'inspirer de la méthode qui, elle, est autoritaire et totalitaire, mais on doit s'inspirer de la volonté, de ce qu'il y a derrière, en tout cas. En tout cas, ce que nous disons, c'est que les Chinois ont matricé la transition écologique dans un projet de société, et même plus qu'un projet de société, un projet national. Oui, ils ont inscrit la civilisation écologique dans leur constitution. Ce concept de civilisation écologique, même s'il est un peu brumeux, il fait maintenant partie, en quelque sorte, de l'imaginaire nationaliste, de l'imaginaire communiste, de l'imaginaire chinois. Et de la même manière, les Américains, grâce à Joe Biden, ils ont inscrit l'écologie dans une stratégie de réarmement productif, notamment dans la compétition, dans la deuxième guerre froide qui oppose la Chine et les États-Unis. Et le plan IRA, Inflation Reduction Act, c'est un gigantesque effort budgétaire pour subventionner la production d'électricité ou d'énergie décarbonée, l'électrification des transports, l'hydrogène et une partie de la révolution verte. Donc c'est une approche qui est un peu parallèle à celle des Chinois, c'est-à-dire
à la fois très protectionniste et très basé sur l'industrie et la technologie. Oui, La et en plus, différence, ils en ont profité aussi pour réindustrialiser certaines friches industrielles, certaines zones qui étaient totalement et bien friche. sûr, une très grande partie des financements va revivifier des zones industrielles. Je pense à la Rust Belt, par exemple, dans le Midwest, des villes comme Columbus, comme Cleveland, comme Détroit, comme Tulsa dans l'Oklahoma, qui étaient un peu marqué par le déclin industriel depuis que les grandes usines automobiles avaient fermé dans les années 80 ou 90 à cause de ce que les économistes appelaient le choc chinois, justement, l'ouverture au libre-échange et au commerce chinois. Et là, il y a un effort de reconstitution d'une base industrielle. Et d'ailleurs, Biden a une formule très frappante qui lui a été d'ailleurs soufflée par son conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan. C'est intéressant d'ailleurs que ce soit le conseiller à la sécurité nationale, qui est un des postes les plus importants de l'administration américaine, qui ait participé à la réflexion sur ce nouveau pacte climatique. Et Joe Biden, il a cette formule, il dit « Quand je pense au climat, je pense aux emplois ». C'est-à-dire que la politique climatique, elle ne doit pas être conçue comme un caillou dans la chaussure ou comme le sparadrap du capitaine Haddock, c'est-à-dire comme un catalogue de normes qui tombe sur les secteurs productifs sans qu'on ait fait la mue productive, mais au contraire, à travers les subventions, à travers les investissements, l'effort financier, elle est mise au service d'une transformation industrielle sans précédent. Et donc nous, ce que nous disons, c'est que oui, on a besoin de reformater le Green Deal et de changer la méthode, mais si nous ne faisons pas ce nouveau Green Deal plus social et plus industriel, non seulement nous allons échouer sur le plan climatique et nous ne tiendrons pas nos objectifs alors que c'est l'avenir de nos enfants et le défi du siècle, mais aussi nous allons encore nous déclasser sur le plan économique et industriel face à la Chine et aux États-Unis qui, eux, ont bien compris que l'enjeu climatique, l'enjeu technologique et l'enjeu industriel étaient bien liés puisque c'est d'une révolution obligée qu'il s'agit, révolution à la fois énergétique, industrielle et donc sociétale, puisque vous savez bien que l'énergie étant le sang des sociétés, quand on change la base énergétique d'une société, on change ses manières de produire, de se déplacer, d'habiter, et donc on change la société. Oui, j'allais dire, Xavier Desjardins, une révolution industrielle presque à la hauteur de celle qu'on a connue au 19e siècle. Hein. C'est ça que vous dites, c'est que c'est ça qu'il faut aujourd'hui, presque avec autant des investissements et une vraie volonté derrière. Oui, tout à fait. En fait, c'est un changement de même ampleur, avec quand même deux différences. C'est que la révolution industrielle, en fait, c'est une succession d'inventions, etc., de conflits, de difficultés sociales, etc., mais je dirais qui étaient non finalisés. Aujourd'hui, en fait, on a un objectif, c'est-à-dire qu'on a un défi, c'est-à-dire on sait où on doit aller, alors qu'au début de la révolution industrielle, on ne savait pas où ça allait finir. Là, je dirais, on sait véritablement quel est l'enjeu. En fait, c'est de respecter le climat, mais en fait, l'ensemble des équilibres écologiques, puisqu'il y a aussi l'eau, le cycle de l'azote, etc. Oui, avec une échéance, il n'y a pas que le cycle du carbone. On sait que dans 30 ans, il y a une échéance. Donc, effectivement, c'est une révolution de même ampleur, mais une révolution avec un tic-tac climatique qui la rend, je dirais, plus difficile. Et nous, on a appelé ça aussi, ce livre, La Révolution obligée, parce qu'en fait, le changement climatique et les transformations écologiques sont déjà là. Et d'une certaine manière, ceux qui proposent de démanteler toute législation écologique, en fait, nous proposent une voie, c'est de répondre par à-coup, dans le désordre, en fait, à toutes les transformations, de s'adapter, je dirais, dans le désordre. Et on peut le craindre avec beaucoup de violence au changement. Donc nous, ce qu'on dit, c'est effectivement, elle est obligée, il faut agir, parce que de toute façon, je dirais, sinon, on se laissera agir par les éléments climatiques dans une optique qui sera beaucoup moins heureuse. Le choix n'est pas entre l'action et l'inaction. Le choix, il est entre une révolution ordonnée, négociée, concertée, et c'est tout un programme de négociation qu'on propose dans le livre, ou bien, effectivement, subir des cataclysmes qui vont être beaucoup plus destructeurs pour la société et l'économie que les efforts qu'on peut programmer et organiser si on applique, entre autres, le programme que nous proposons. Oui, parce qu'effectivement, vous le disiez, et on parlait juste pour revenir sur les agriculteurs, c'est qu'on voit aujourd'hui qu'on fait une mesure et puis après on la supprime parce qu'on veut calmer la colère et on fonctionne toujours un petit peu comme ça. On propose une mesure, on l'enlève, on supprime une partie et rien n'avance au final. Oui, tout à fait. Et le risque, c'est qu'effectivement, rien n'avance pour l'écologie et que la démocratie recule. Et c'était un des grands enjeux des élections européennes du mois de juin. Merci vraiment à tous les deux de nous avoir éclairés sur cette question. Je conseille vivement votre livre, donc La Révolution obligée, réussir la transformation écologique sans dépendre de la Chine et des États-Unis. C'est publié aux éditions Alary. Et donc, merci beaucoup David Jayes et Xavier Desjardins d'avoir participé à l'émission. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée, merci. À bientôt. Au revoir.